Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Geekosphère. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons Escape Game avec notre invité, mais aussi Retro Gaming avec la chronique d'Arnaud qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Nous parlerons également d'un jeu massivement multijoueur qui s'appelle Ion et qui est sorti en 2008 avec Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Et puis moi, enfin, je vous parlerai d'un jeu dont on a rapidement parlé la semaine dernière et que j'ai pu tester hier sur une débutante qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Donc on en rediscutera tout à l'heure. Mais avant tout, c'est l'heure de l'interview. Alors Marine Pellard, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie d'une équipe qui s'appelle les Francs-Limiers. Oui, tout à fait. Et donc, je vous propose déjà de vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Oui, donc je m'appelle Marine Pellarin et je fais partie d'une équipe qui a un duo. Donc on s'appelle les Francs-Limiers et on est donc avec mon associé Hugo Schimizzi, un duo qui est issu de l'école des Beaux-Arts de Metz et qui avons décidé de quitter nos travails respectifs dans la communication pour nous lancer dans l'aventure de l'escape game. Alors, qu'est-ce qu'un escape game ? Alors, un escape game. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est à la croisée entre Fort Boyard et le Cluedo. Donc, ça va être une enquête qui se passe dans une pièce où vous allez utiliser des objets, vous allez découvrir des décors, des choses qui sont interactives, parfois électroniques. Et vous allez devoir essayer de sortir de la pièce en 1 heure. Et il n'y a pas Olivier Mine qui court partout. Non. Comment vient-on à passer des beaux-arts à un escape game ? C'est quoi la transition en fait ? Alors la transition, c'était que aux Beaux-Arts, on a appris à faire pas mal de choses, donc tout ce qui était décor, bricolage, peinture, photographie, etc. Donc pas mal de choses diverses sur le visuel. Et on a été spécialisés tous les deux en communication. Donc on est allé travailler dans le domaine de la communication. Donc on a communiqué pour diverses entreprises. Effectivement, on s'est dit, mais on a envie de communiquer sur des choses qui nous tiennent à cœur, nous, en fait. Des univers qui nous tiennent à cœur, des projets qui nous tiennent à cœur. Et on s'est dit, pourquoi pas développer notre propre projet. Et c'est vrai qu'on était tous les deux joueurs, donc de plein de jeux différents, mais aussi d'escape game. Et à force d'en faire, on s'est dit, j'aimerais bien voir ceci, j'aimerais bien voir cela, chose qu'on ne trouvait pas. Et on s'est dit, on va faire le nôtre. Et vous en avez fait à peu près combien avant ? Alors moi, personnellement, j'ai dû en faire, je pense, entre 15 et 20. Donc oui, quand même. Ouais, ceci dit, c'est pas énorme concernant... oui, mais par rapport au nombre qu'il y en a Ouais, mais par rapport au nombre qu'il y en a en France, je trouve qu'il y en a quand même... Enfin, c'est difficile d'en trouver. À Nancy, je crois qu'il y en a deux à tout casser. Je crois qu'il y en a un petit peu plus. Alors, il y a Escape Hunt, il y a Arcane Game, qui est un petit indépendant, qui a des salles assez sympas apparemment, et Cube. Ah oui, Cube, je ne connais pas. Donc... C'est près du Kinépolis, apparemment. D'accord. Mais 15. Donc 15 escape games avant de créer le vôtre. Vous vous en êtes inspiré dans les mécaniques ou aussi dans la façon dont vous avez décoré les salles que vous avez créées ? Alors plus, dans une certaine mesure, oui. Après, on a vraiment essayé de sortir justement de ce qu'on avait déjà vu, surtout au niveau de la thématique, parce que là, c'est vrai que nous, on a développé une thématique, donc les Francs-Limiers, où on a créé une fausse société secrète, donc qui était une société savante messine, qui a perdu ses membres dans le sens où ils sont partis en exploration, ils ont été dévorés par des ours garous, ce genre de choses. Et maintenant, ils sont devenus une société un peu secrète où ils essayent de faire venir des esprits éveillés pour les recruter. Et donc on voulait lancer cette thématique de société secrète qu'on n'avait pas encore vue dans d'autres jeux, et une autre thématique qui est la thématique du rock, qui est la salle qu'on a ouverte en février, tout à fait, qui s'appelle Rockstar Tour, parce que c'était un univers qu'on n'avait pas encore vu. Donc oui, dans les mécaniques, on a utilisé des mécaniques qu'on a déjà vues dans d'autres salles, mais aussi des mécaniques qui sont inédites. Et pour les décors, on a voulu faire quelque chose de complètement nouveau. D'accord. Vous avez des exemples de mécaniques de jeu qu'on retrouve dans une escape game ? Parce que vous nous avez dit c'est à la croisée entre Fort Boyard et je ne sais plus... Le Cluedo. Et le Cluedo, oui. Mais vous avez des exemples un peu plus précis de ce qu'on peut trouver
Ouais, on n'assomme pas de gens avec des chandeliers dans les escape games. Enfin, normalement, si ça se passe bien. Si vous vous entendez pas avec vos copains après, bon, c'est une chose. Donc, des mécaniques qu'on va trouver, ça va être par exemple de récupérer plusieurs objets qui sont similaires sur lesquels il va y avoir des indices. Si vous les rassemblez, vous avez plusieurs indices. Ça vous permet peut-être de trouver un code, par exemple, ou de trouver une logique de chiffres ou de lettres qui va vous servir pour ouvrir un coffre. Voilà. Alors moi, bizarrement, quand vous me dites ça, ça me fait penser à l'époque des jeux LucasArts, Monkey Island et tout ça. Vraiment, ça me fait beaucoup penser à ce genre de jeu, les point and click de la belle époque de LucasArts. Donc, bon, c'est des jeux que j'adore. Hein. Je pense pas que les 3 jeunes qui sont ici y aient beaucoup joué. Si, j'ai joué à Monkey Island. Ouais, bah voilà, ça te fait penser à ça, toi aussi. Oui, aussi un peu, ouais. Voilà. Je pense que ça doit faire partir des inspirations des escape games quand même, non? Complètement. Moi, personnellement, c'est des jeux auxquels je jouais quand j'étais gamine et j'ai passé des heures et des heures sur Maniac Mansion ou Day of the Tentacle à essayer de trouver les codes pour avancer parce que c'était trop compliqué. Oui. J'espère que l'escape game n'est pas aussi compliqué que ces jeux-là parce que sinon... Alors, non. Ou alors, du moins, comment on dit, le Game Master et le code et l'aide. Parce que si vous bloquez vraiment trop, il y a un Game Master, en l'occurrence moi ou mon associé, qui vous regarde en permanence et qui va vous donner des indices pour que vous puissiez avancer. Il faut que le jeu reste fun. Voilà, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. D'accord. Qu'est-ce qui fait un escape game réussi? Qu'est-ce qui fait un escape game réussi? C'est une très bonne question. Alors après on parlera du point de vue du joueur, mais du point de vue du créateur déjà. Du point de vue du créateur, moi je pense que l'escape game réussi, c'est un escape game dans lequel quand les personnes sortent, ils ont du mal à sortir de l'univers et à sortir de leur personnage parce que, en l'occurrence là pour cette première salle, on les fait incarner un groupe de rock, on leur propose des déguisements, on les chouchoute. Enfin, le game master se met dans la peau du manager, donc il va beaucoup les complimenter, etc. Quand les personnes sortent de la salle, du coup, ils sont habillés, ils ont le rôle du bassiste ou du guitariste, et ils ont été chouchoutés pendant 1 heure. Du coup, ils ont un peu du mal à sortir de là, et puis ils sont exaltés. Voilà, de voir des gens qui sortent de la pièce et qui ont du mal à sortir du jeu et qui sont hyper contents et qui ont le sourire aux lèvres. Alors pour moi, c'est gagné, quoi. Ouais, et pour un joueur d'escape game, parce que pour moi, en fait, ce que j'avais comme vision, c'est que c'était ça pour le créateur, mais pour le joueur, c'était plus la satisfaction d'avoir accompli quelque chose qui semble difficile en apparence. Ça l'est pas forcément, mais... Ouais. On a 2 catégories de joueurs, je pense. On a les joueurs qui viennent vraiment entrer dans un univers, ils veulent vraiment une immersion, se changer de leur quotidien. Ils sont là pour s'amuser, ils se fichent parfois de réussir à sortir dans les temps, parce qu'il y a quand même un chrono d'1 heure. Et on a les personnes qui sont là pour la compète et qui veulent battre le record de temps. En l'occurrence, là, pour notre salle, c'est 41 minutes. On a régulièrement des gens qui viennent et qui nous disent « C'est quoi le record? Je veux battre le record. » D'accord. Et il y en a beaucoup qui viennent juste pour battre le record? Assez peu finalement, parce que les gens viennent surtout pour se détendre. Et les gens qui viennent pour battre le record, c'est des gens qui ont fait vraiment beaucoup d'escape et qui du coup, ont l'habitude de certaines mécaniques et ont des réflexes qui, effectivement, confinent un petit peu à la compétition, quoi. Alors, j'en discutais hier avec le technicien qui présente cette émission, Lucas, et il me disait que lui, il n'est pas sûr que ce genre de jeu lui plairait, parce que c'est quelqu'un qui s'agace assez vite quand il trouve pas la solution à un problème. Alors, comment on fait pour ces gens-là? Je peux comprendre. Alors, on peut partir du principe que la personne qui va regarder, qui va superviser un petit peu le jeu, donc le Game Master, il va justement essayer de vérifier que tout se passe bien et d'être toujours à l'écoute des joueurs. Donc typiquement, quand on va game masteriser une partie, on va essayer de sentir si la personne commence à s'agacer. Il va y avoir des manifestations, hein, que ce soit orales ou même physiques, d'une personne qui va poser un peu brutalement un objet sur une table de frustration, ou qui va dire là on trouve vraiment pas, ou quand on sent que le ton monte un petit peu, là on va donner un indice pour que encore une fois ça reste fun et qu'il n'y ait pas de frustration. C'est pas trop difficile de donner des indices qui aident un peu mais qui donnent pas complètement la solution d'une des énigmes? Faut quand même savoir extrêmement bien doser l'information qu'on va donner, non? Alors au début c'était difficile, je vous l'avoue. Ça fait 2 semaines qu'on est ouvert.
Au début, justement pour qu'on soit au point sur notamment ce point-là, on a voulu faire des bêta-tests, on en a fait pas mal, où justement on a ajusté les indices qu'on donnait, on a demandé aux personnes quand elles sortaient de la salle, voilà, est-ce que c'était trop, est-ce que c'était pas assez, et puis surtout, ce qu'on essaye de faire pour garder l'immersion, c'est que les indices soient tournés d'une telle manière que ce soit comme si c'était, là, pour Rockstar Tour, la manager qui parle vraiment au groupe de rock qui est dans la loge et qui n'est pas de le code c'est 3, 5, 4, 2, voilà. Que ce soit vraiment juste suggéré. Alors vous dites que vous avez fait des bêta-tests. Est-ce que quand on fait des bêta-tests d'escape game, on se rend compte que justement il y a des énigmes qui entre guillemets bug, que ça ne va pas, qu'il y a vraiment un truc à tout repenser, ou ça vous est jamais arrivé d'avoir juste une énigme qui marche pas du tout? Ce serait malhonnête de dire qu'on n'a pas eu de bug. Je pense que tous les gérants d'escape ont eu des bugs pendant leur bêta-test. Alors là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est un escape game indépendant, donc on a tout fait nous-mêmes. On n'est pas une franchise, on n'a pas acheté nos salles. Et l'électronique, en fait, donc tout ce qui est susceptible de bugger, parce que ça va être le côté mécanique et l'électronique qui est susceptible de bugger, c'est des choses qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a appris sur le tas. Donc forcément, y a des choses qui n'ont pas fonctionné au début, tout simplement parce qu'on était débutants et on était en train d'apprendre. Et on a beaucoup ajusté. Mais bien heureusement, les personnes qu'on a pris en bêta-test, c'était la famille et les amis, ils ont été très compréhensifs là-dessus. Et parfois, justement, en sortant de la salle, ils nous ont même suggéré, si tu le mettais comme ça, peut-être que ça s'ouvrirait mieux. Ou si tu as un problème avec le code, tu me dis, je regarde avec toi. C'est sympa. Ouais. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cette nouvelle escape game sur la thématique du rock, où les joueurs incarnent une rockstar. Il y a une dimension jeu de rôle, là. Ah oui, complètement. Mon associé et moi-même, on est aussi des rôlistes, que ce soit papier ou grandeur nature. Donc du coup, comme c'était un univers qu'on ne va plus pouvoir trop explorer étant occupé les week-ends, on s'est dit... Autant le mettre dans le taf. Voilà, autant le mettre dans le travail. Et c'est vrai qu'on a vraiment ce côté-là, que ce soit pour les joueurs ou pour les Game Masters. Donc en l'occurrence pour Rockstar Tour, c'est moi qui incarne la manager du groupe. Donc ça inclut effectivement du déguisement. Parfois mon associé fait le manager aussi, il a son personnage à lui. Et pour les joueurs, effectivement, on avait vraiment à cœur de donner une dimension d'immersion pour vraiment se dire, voilà, on ne va pas simplement faire une enquête, on va sortir de notre quotidien, chacun va avoir un rôle, chacun va avoir une utilité. Effectivement, ça se rapproche du jeu de rôle. Thomas, Arnaud, Joël, vous avez des questions? Moi, j'en ai une, c'est qu'il y a un côté de l'escape game qu'on n'a pas parlé pour y avoir joué, c'est le côté entraide entre les joueurs. Comment on fait quand on crée un escape game pour justement solliciter cette entraide au niveau des énigmes? Est-ce qu'il y a des petites techniques que vous avez mises en place ou pour forcer les joueurs à s'aider? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est typiquement la crainte de la personne qui crée un escape, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit dans un coin en train d'attendre assis sur un fauteuil. Voilà. Donc du coup, effectivement, on a des petites astuces là-dessus, notamment sur ce qu'on appelle les énigmes à tiroir, dans le sens où il va y avoir plusieurs énigmes qui vont passer les unes après les autres. Sauf que pour déclencher la première énigme, il va falloir soit collaborer physiquement, c'est-à-dire il faut être à plusieurs endroits de la pièce en même temps, auquel cas les personnes doivent effectivement collaborer pour être en coordination. Soit il faut que certaines personnes aient un rôle qui les oblige à réaliser quelque chose, à être utile dans l'équipe. Et c'est vrai que les gens qui sortent en général nous disent c'était sympa parce que je me suis sentie utile, parce qu'il y avait ceci ou cela. Et puis étant pris par le temps, de toute façon, pour finir en moins d'une heure, on est obligé de toute manière de collaborer. Sinon, tout à fait. Physiquement, c'est pas possible. C'est intéressant de voir que même dans les escape games, il y a toujours cette recherche d'une mécanique qui pousse à la collaboration, les joueurs entre eux. C'est une chose que je reproche à certains jeux vidéo, notamment avec Joël, on en a discuté, sur un jeu comme League of Legends où les joueurs sont poussés à la collaboration, mais en même temps à la concurrence, et du coup ils deviennent toxiques entre eux. Là, le problème d'un escape game, c'est qu'il y a souvent quelqu'un qui peut essayer de prendre le leadership, et du coup les autres qui restent dans leur coin, effectivement. Ça doit être compliqué de mettre en place des mécaniques qui mettent sur un pied d'égalité tous les joueurs. Moi, je me demandais, parce que j'ai vu sur votre site qu'il y avait trois critères à chaque fois sur les deux escape games que vous avez. Il y a fouille, manipulation et réflexion. Ouais. Est-ce que ces trois critères-là rentrent pas en ligne de compte aussi pour que celui qui n'est pas bon en réflexion puisse continuer à fouiller, celui qui n'est pas bon pour manipuler, qui est un peu maladroit, puisse réfléchir et tout ça?
Oui, bah, effectivement. Et puis, on sait que les équipes, quand elles viennent, en général, les gens ont des compétences qui sont complètement complémentaires. Donc, s'il y a effectivement, s'il y a une salle où on voit que la réflexion prend une grande part et qu'on est plus du genre à retourner les canapés, on peut y aller quand même avec des copains parce qu'il y en a qui vont réfléchir aux énigmes. Et puis, c'est rigolo de voir comme certaines personnes vont spontanément se répartir les rôles quand ils sont dans la pièce. Il y a un côté expérience sociale quand même dans l'escape game, non? Alors apparemment, ça se fait pas mal sans considérer que c'est le loft ou des conneries comme ça. Certes, mais ce qui se fait pas mal aux États-Unis, apparemment, c'est les entreprises qui envoient leurs équipes en escape game pour voir lequel va avoir quel rôle, en fait. Moi, je cautionne pas spécialement parce que je pars du principe que ça reste quelque chose pour s'amuser. Mais oui, effectivement, on le voit quand on est Game Master et qu'on voit les personnes dans la pièce. On voit qui va plutôt aimer manipuler les choses, qui va plutôt aimer faire les calculs, qui va plutôt aimer faire ceci ou cela. Et puis on anticipe un petit peu en se disant pour cette prochaine énigme, je pense que c'est la dame avec le pull jaune qui va voilà. Alors moi je me suis posé une question. Les personnes claustrophobes. Ah, ça c'est une excellente question. Alors, il faut savoir que chez les Francs-Limiers, on a une personne qui était anciennement claustrophobe. Donc, ce qu'on fait, c'est que la porte par laquelle les joueurs entrent, elle reste tout le temps ouverte. D'accord. Voilà, ça c'est un choix qu'on a fait. C'est pas le cas dans toutes les escape games. C'est pas le cas dans toutes les escape games parce qu'il peut y avoir des systèmes sécurité ou s'il y a un incendie ou etc. les portes s'ouvrent automatiquement et que pour l'immersion ils préfèrent que toutes les portes soient fermées sauf que voilà, nous on a une personne qui au début était pas à l'aise avec ça et on s'est dit non on pense aux personnes qui vont pas être à l'aise avec ça. Chez les Francs-Limiers les portes sont ouvertes. Alors pourquoi avoir choisi la thématique du rock? Parce que j'ai regardé un peu dans les autres escape games, c'est pas quelque chose qui est revenu très souvent. C'est pas revenu du tout en fait, parce que c'est justement ce qu'on s'est dit, il n'y en avait pas du tout. Voilà, il n'y avait pas du tout d'escape game sur la musique, il n'y en avait pas du tout sur le rock. Et que ce soit donc mon associé Hugo. J'en avais une sur l'alcoolisme, je me suis dit c'est peut-être un peu gay. Sur l'alcoolisme. Ah oui, c'était une salle de prévention qu'il y avait eu à Paris. J'ai une amie qui avait. J'avais trouvé ça intéressant. Ouais, c'est tout ce qui est un petit peu avec la pédagogie. Du coup, avec le rock, ça passait un peu. Oui, tout à fait. Surtout les rockstars. Je ne vous cache pas qu'on a des petites choses de thématiques sex, drugs and rock and roll dans la salle, forcément. Logique. Mais oui, en fait, on s'est rendu compte que oui, il y avait pas de thématique rock dans les escape games en France. Et on vient l'un comme l'autre, donc Hugo et moi, on vient tous les deux du milieu de la musique parce qu'on a été journaliste et photographe de concert, donc toujours dans le milieu de la musique. Et c'est un univers qu'on affectionne beaucoup et on a vu pas mal de choses. On a eu des petites histoires à raconter qu'on avait envie de mettre en scène. On a vu des loges de stars, on a entendu des anecdotes, etc. Et on s'est dit, mais il y a complètement matière à faire. Et puis la musique rock, de manière générale, c'est la musique qu'on écoute et on avait envie de l'écouter dans l'escape. Donc voilà. Et du coup, oui, c'est donc l'ambiance de l'escape game, mais aussi il y a une expérience ajoutée avec l'ambiance musicale aussi. Il y a la musique dans l'escape game en même temps. Tout à fait. On diffuse des tubes de hard rock et de heavy. Voilà. Bon, ça reste assez grand public quand même parce qu'on ne veut pas passer du Children of Bodom à Mamie. Mais c'est voilà. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle peut aimer. J'imagine mal ma grand-mère aimer, mais... Je pense qu'il y a des grands-mères qui peuvent aimer. Ouais, je pense aussi. Vous nous avez dit tout à l'heure que le record, c'était 40 minutes, c'est ça? 41 minutes et 41 secondes. Ouais, c'est quoi la durée moyenne, par contre, d'une séance? La durée moyenne, je pense qu'on doit être sur 55 minutes. Pour les deux escape games? Alors, il faut savoir quand même que la deuxième n'avait pas terminé encore, donc on n'a pas, de timing là-dessus. Donc oui, parce que j'ai pas fait le tour de la question, mais donc du coup l'enseigne Les Francs-Limiers aura à terme 3 salles. La première, donc Rockstar Tour, est ouverte depuis février. La seconde, l'intronisation, qui est vraiment sur la thématique de la société secrète, ouvrira en avril. D'accord. Et la troisième, dont la thématique reste encore un petit peu secrète, ouvrira à la fin de l'année. D'accord. Combien de joueurs peuvent venir dans vos escape games? Alors on fait pour 3 à 6 joueurs. D'accord. Voilà. Et c'est quoi le nombre idéal selon vous pour une équipe d'escape game? 4-5 c'est bien. Okay. D'accord. À partir de quel âge on peut y aller? À partir de quel âge? On a eu des personnes qui étaient assez jeunes, mais on s'est rendu compte qu'au niveau de la thématique et puis de la difficulté des énigmes, les plus jeunes peuvent un petit peu s'ennuyer. Donc du coup je dirais 11-12 ans.
Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a pas une dimension narrative dans l'escape game? Parce que complètement. alors certes, c'est beaucoup d'énigmes et tout ça, mais on cherche aussi à raconter une histoire, non? Oui, tout à fait. Il y a vraiment un scénario. Là, le scénario de Rockstar Tour, par exemple, du coup, c'est vous et vos amis ou votre famille, la personne avec qui vous venez jouer, vous incarnez donc le groupe de rock de l'année et vous avez été invité par les Francs-Limiers pour faire le gros concert de rock. Donc, il y a plein de gens qui vous attendent à l'arrière du bâtiment. Vos fans se déchaînent et secouent les barrières et on vous emmène dans votre loge pour vous préparer parce qu'il y a un concert dans 1 heure. Et effectivement, comme dans un roman, il va y avoir un élément perturbateur qui va faire que ce sera peut-être pas si facile que ça de monter sur scène. Il y a toujours un côté très Sherlock Holmes, je trouve, ça me fait toujours penser à la Chambre jaune, je crois. Oui, il y a un peu de ça, effectivement, c'est le huis clos. Oui, c'est ça, c'est ce côté huis clos que moi j'aime beaucoup dans les Sherlock Holmes. Après, je dois vous avouer que j'ai jamais fait d'escape game, mais... Il y en a des biens dans le coin en plus. Non, mais je pense que je vais venir faire la vôtre déjà. Ce sera avec plaisir. Mais c'est vrai que en fait, c'est quelque chose qui me vient pas encore à l'esprit quand je me dis qu'est-ce que je vais faire cet après-midi ou ce soir. C'est pas un truc qui me vient tout de suite à l'esprit. Et je pense que c'est pas encore rentré dans les mœurs françaises. Je pense que, par exemple, en Angleterre, c'est beaucoup plus à la mode qu'en France, j'ai l'impression. C'est possible. J'ai pas encore fait de salle en Angleterre, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus développé. Après, en France, je sens que ça commence quand même à entrer dans les mœurs au niveau du grand public, parce que c'est vrai qu'au début, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une population de joueurs qui étaient des joueurs de jeux de plateau, des joueurs de jeux de société, etc., qui venaient jouer. Et puis finalement, nous, au niveau de la clientèle, on se rend compte qu'on a beaucoup de familles, on a beaucoup de personnes qui sont simplement curieuses, qui ne sont pas dans le domaine du jeu de manière générale auparavant. Et ça fait passerelle pour après leur dire, voilà, vous avez aimé ce type de jeu, il y a d'autres escape games dans le coin, il y a des jeux de société, il y a des jeux vidéo qui peuvent vous plaire. J'ai l'impression que du coup, cette extension au domaine de la famille, on avait un gérant de boutique de jeux de société qui est venu dans notre dernière émission de Geekosser et on s'est rendu compte avec lui que c'était d'abord les rôlistes qui faisaient connaître les jeux de société, les nouveaux jeux de société, et ensuite ça se développait autour de la thématique familiale très souvent. J'ai l'impression qu'avec l'escape game, du coup, c'est la même chose. Oui, je pense qu'il y a cette dimension-là, tout simplement parce que quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, que ce soit un jeu de plateau, un jeu de société qui a l'air un petit peu complexe ou un escape game dont on connaît pas forcément l'univers, les personnes qui sont pas dans le domaine du jeu vont se dire c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, j'ai pas les codes, j'ai pas les connaissances pour le faire. Et puis finalement, quand ils sont amenés à jouer avec une personne qui a pas cette appréhension-là, ils se rendent compte que c'est tout à fait accessible. Et là, ils ont envie d'en parler autour d'eux parce que ils se sont dit moi j'ai réussi, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Alors c'est le moment de faire un peu votre promotion. Je vais vous demander les tarifs et puis surtout l'adresse. Alors donc l'escape game des Francs-Limiers. Alors ça se passe à Fèves, c'est-à-dire un petit patelin à côté de Semécourt. Vous connaissez peut-être le Auchan de Semécourt. C'est une grande ZAC qui est entre Metz et Thionville. On est à 15 minutes en voiture au-dessus de Metz. Donc c'est accessible par la 4, c'est accessible par la 31. Le parking est gratuit, il y a plein de restaurants, il y a de quoi faire là-bas. Et donc les Francs-Limiers, c'est un escape game qui est ouvert du mardi au dimanche. Les réservations se font en ligne. On peut faire des parties à partir de 17 € par joueur. Ça, c'est selon la taille du groupe et l'horaire auquel vous jouez. C'est moins cher en semaine, en journée. Jusqu'à notre prix maximal, c'est 27 € par joueur. Là, si vous jouez à 3, je crois, le week-end. Donc, venez en plus gros groupe, c'est moins cher. Et voilà. Et ben voilà. Vous avez des questions, messieurs? Non, c'est bon? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Non, je ne crois pas. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Venez faire du fun chez les Francs-Limiers. On vous accueillera avec plaisir. Voilà, et nous, on vous encourage à aller le faire parce que nous-mêmes, on va y aller. Ouais. Tout de suite, je propose qu'on passe à la chronique d'Arnaud. Alors Arnaud, tu vas nous parler d'un jeu de 2007 qui est sorti sur la Wii. Un certain Mario dont on vient d'entendre un son que tu dois reconnaître, je pense. Oui. Vas-y, je te laisse y aller. Du coup, je vais aborder aujourd'hui un grand nom du jeu vidéo qui fait écho à une lignée de jeux tout aussi excellente à mon avis. C'est Super Mario Galaxy. Ce jeu qui, en plus d'être un monument du jeu vidéo, est aussi un de mes jeux préférés. On va reprendre l'histoire du coup. Tout commence après le grand boom causé par Super Mario 64 sorti en 1996.
dont le créateur est Shigeru Miyamoto, qui a un peu le grand Manitou, qui a créé Mario et qui a touché à tous les jeux de la licence. Du coup, le jeu, donc, Super Mario 64 révolutionne le monde de la plateforme avec des mondes en 3D et une véritable utilisation de celle-ci. Et une bonne caméra. Et une caméra, Surtout. c'est vrai. Parce que le jeu lâche notre personnage, du coup, Mario, dans des petits stages ouverts, et dans le but d'obtenir des étoiles qui sont disséminées un petit peu partout dans ces petits stages. C'est un grand succès, le jeu s'écoule à 11 millions d'exemplaires. Il sera suivi de quelques années plus tard sur la seconde console de Nintendo, la seconde console 3D, le Nintendo GameCube, et le jeu sort en 2002. Il s'appelle Mario Sunshine. Le jeu ne cache pas ses inspirations à Super Mario 64 et réutilise beaucoup de ses codes avec un peu plus de linéarité au sein des niveaux. En effet, les soleils qu'on collecte dans ce jeu-ci, qui remplacent les étoiles de Mario 64, ne sont plus collectables dans l'ordre qu'on le souhaite. Mais malgré cela, le jeu reste un grand succès et s'écoule à 5,50 millions d'exemplaires. Ce qui nous amène à la console suivante, du coup, le succès planétaire, la Wii, qui est sortie en 2006 et qui, jusqu'à la fin de sa vie, s'est écoulée à 96 millions d'exemplaires, ce qui est pas mal. Ainsi, Nintendo prépare le terrain pour un nouveau Mario 3D qui doit sortir sur la console. Et du coup, ça nous amène en 2007 à la sortie de Super Mario Galaxy. Le jeu prend place dans l'espace et donc le plombier est confronté à un tout nouvel univers à parcourir. Même si le principe de collecter des étoiles reste identique, le jeu se démarque beaucoup de ses prédécesseurs. Comme celui-ci prend place dans l'espace, le plombier n'est plus lâché sur des petits stages ouverts mais sur des planètes sphériques. Du coup, cette fois-ci, il navigue sur ces petites planètes qui ont l'effet justement de couper cet effet mur invisible qu'on avait sur les précédents opus, parce que Mario 64 et Mario Sunshine, qui sont sortis sur la GameCube et la Nintendo 64, avaient des contraintes dues à leur support, qui étaient assez limitées, et du coup, quand on arrivait sur les bords d'un niveau, on se retrouvait très souvent soit bloqué par un simple et bête mur qui était invisible, que le joueur ne pouvait pas voir puisque la console ne pouvait pas charger. C'était la théorie de la Terre plate, en fait. Ouais, c'était ça. Et ils ont décidé de mettre de la science dans Mario Galaxy. Parce que du coup, on se retrouvait bêtement bloqué par un mur, soit par une pente qui était infranchissable, ça cassait assez vite l'immersion dans les jeux. Soit on tombait, tout simplement. Oui, on pouvait aussi tomber. Ça cassait l'immersion du jeu, du coup on se sentait moins immergé dans le jeu, moins transporté. Et du coup, dans Mario Galaxy, le fait qu'il y ait ces planètes linéaires, ça casse un peu cet effet linéaire et répétitif qu'on trouvait dans les précédents jeux. Parce que du coup, on peut enfin explorer sur des planètes rondes, on n'a pas l'impression d'avoir oublié quelque chose quand on explore. Les gens qui veulent assez vite peuvent aller très vite sans problème, mais ceux qui aiment bien explorer comme moi, on n'a pas l'impression soit de se sentir limité par quelque chose, soit l'impression de passer à côté de quelque chose aussi, parce que les planètes sont beaucoup plus petites, mais on les enchaîne assez rapidement, et elles sont sphériques, ce qui aide beaucoup. Et du coup, le jeu, malgré ça, reste assez long, et offre une très très grosse liberté de mouvement à Mario, avec une bonne caméra, une physique assez impressionnante pour l'époque. De plus, le compositeur Koji Kondo, celui qui a composé un peu les musiques des précédents Mario aussi, et ceux actuels aussi, opte pour des musiques assez orchestrales, avec beaucoup d'instruments. On a une très grande répétitivité au niveau des musiques douces avec du piano, des effets qui donnent une impression contemplative. Et pour les fanfares, on se retrouve avec beaucoup d'instruments, des percussions, des trompettes, des violons, qui nous aident à accompagner les moments épiques. On a vraiment l'impression de sentir une tension qui monte ou quelque chose d'incroyable qui se prépare. Et du coup, cette atmosphère étant très, très, très bien réussie, elle donne une certaine immersion dans le jeu, et parfois, un peu involontairement aussi, de la part du jeu, on a cette impression, on a une envie de contempler en fait le paysage qui se dresse devant nous, parce qu'on a de très beaux décors, on est transporté justement par cette atmosphère. Alors, oui, mais pour l'époque. Oui, pour l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ça pique un peu les yeux quand même. Hein. C'est vrai, on a un peu l'impression d'une GameCube un peu améliorée au niveau des graphismes, mais sinon, ça reste parfois assez agréable quand même à voir avec la musique en arrière-plan, ça aide un peu. Alors par contre, moi j'ai un peu fait mes recherches et en fait c'est un peu bizarre d'avoir sorti Super Mario Galaxy en 2007, un an après la sortie de la Wii U, parce que normalement les Mario sont des system sellers, c'est-à-dire des jeux qui permettent de vendre les consoles. Et c'est une stratégie qui a commencé avec la Wii, qui s'est poursuivie avec la Wii U, et je pense que du coup ça c'est un des défauts du jeu, c'est qu'il n'a pas permis de vraiment vendre la Wii puisqu'il est sorti un an après, et ça a été le même problème avec les Zelda et les grosses licences sur la Wii U qui ont carrément fait couler la console parce qu'ils sont sortis trop tard. Oui,
Du coup, en l'occurrence, pour Mario Galaxy, c'était la console était vendue avec Wii Sport à la base, dans le principe d'essayer d'adresser la console au plus grand public possible. Et du coup, après, on a sorti les jeux, les licences Mario, Metroid et Zelda une année plus tard, pour justement, une fois qu'on avait attiré le grand public avec des jeux comme Wii Sport ou Wii Fit, on a pu ensuite leur montrer des plus grandes licences du jeu vidéo, histoire de leur montrer les jeux qui ont bien marché ou de leur montrer des mécaniques un peu plus poussées que ce qu'ils avaient sur les premiers jeux. Ouais, Nintendo en est revenu depuis, puisque maintenant sur la Switch, ils ont décidé de faire les deux en même temps. Oui. De sortir un jeu pour le grand public et un jeu pour les hardcore players en même temps. Je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter, parce que la Wii a beau s'être vendue au grand public, moi je me rappelle que je l'ai acheté quand elle est sortie. J'ai joué à Wii Sport 3 mois, et puis je l'ai rangé. Je l'ai ressorti quand il y a eu Mario, je l'ai ressorti quand il y a eu un Zelda, et je crois que j'ai eu 3 jeux dessus. Oui, mais c'est parce que t'es un vrai joueur. C'est-à-dire que la Wii, à la base, elle se voulait vraiment comme une console limite de remise en forme, tu vois. Tous les reportages qu'il y avait à l'époque sur les personnes âgées qui se mettaient aux jeux vidéo, la Wii, ça a jamais été une console destinée aux gamers, tu vois. Vous êtes joueuse de jeux de plateforme comme Mario Galaxy Je le fus. Je le fus, mais plus le temps. Mais plus sur PC. D'accord. Rayman? Oui, voilà. Ah, c'est bien ça. Beaucoup trop de jeux des années 90 qui sont devenus très moches maintenant. Le premier Rayman, j'y ai joué il y a pas longtemps, et puis il est encore très beau. Mais comme les décors sont peints à la main, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est ça. Et il y avait un Rayman Persephone où il y avait un éditeur de niveau qui était hyper bien fait aussi. On a les mêmes références, c'est très bien. Tu nous as parlé de la musique. Je propose d'écouter une des musiques justement du jeu. C'est Goosty Garden Galaxy de Super Mario Galaxy. Et donc c'était Goosty Garden Galaxy qui est, je crois, un des premiers mondes qu'on visite, non ? Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une fanfare épique, parce que justement, on essaie de nous plonger dans l'univers en nous disant, voilà, éclate-toi un petit peu. En tout cas, les musiques sont vraiment sublimes. Je pourrais en trouver une qui pourrait passer à la radio correctement. J'en ai écouté une bonne vingtaine et franchement, elles sont sublimes. Donc vraiment félicitations à Koji Kondo qui a un peu baissé en gamme sur Mario Odyssey, mais vraiment sur Mario Galaxy, c'était donné à fond. Ouais. Joël, toi tu vas nous parler d'un jeu massivement multijoueur qui s'appelle Ion et sur lequel tu passes des heures pas possibles, comme tout massivement multijoueur en fait, qui se respecte. C'est ça ? C'est ça. Allez, on t'écoute.
Donc, ça, comme tu l'as dit, c'est un MMORPG, c'est comme World of Warcraft, mais WoW pour les intimes. Donc, c'est un monde en monde ouvert où on peut affronter des monstres contrôlés par l'ordinateur, PvE, et des personnages contrôlés par les joueurs, PvP. Mais la particularité d'Ion par rapport aux autres jeux du même style, c'est qu'on peut voler même pour se battre. Alors, il y a 3 factions, les Élyséens, les Asmodiens et les Balors. Les Balors sont contrôlés par l'ordinateur, ce sont de gros dragons qui veulent tout dominer. Lorsque vous créez un nouveau personnage, vous avez le choix entre les Asmodiens et les Élyséens. Autrefois, ces 2 peuples ne formaient qu'un seul, mais suite à un cataclysme causé par les Balors, encore ceux-là, les 2 peuples ont été séparés et les Asmodiens se sont retrouvés dans la partie supérieure d'Atrea, une zone qui n'est pas exposée au soleil. Et donc, c'est ce qui fait que les Asmodiens ont une crinière dorsale, des griffes et des yeux rouges et des ailes noires. Ils sont loyaux envers leur faction et sans pitié envers les autres. Les Élyséens, quant à eux, sont dans la partie inférieure d'Atrea, qui est baignée par la lumière. Et cette lumière les a rendus arrogants et leur fait croire que tout le monde d'Ion leur appartient. Ils arborent des ailes blanches et ils sont similaires à des humains. Après le choix de faction, vous devez ensuite choisir le choix du sexe de votre personnage et l'apparence. Ion est un jeu où la modification de l'apparence est très poussée. Vous pouvez même choisir une couleur différente pour les yeux de vos personnages. Alors par contre, il n'y a pas de personnage agenré. On peut pas choisir ni homme ni femme. Non. Ça, c'est un défaut. Qu'il y a dans beaucoup de jeux, je Pourtant, précise il y a quand même. pourtant, il y a des anges. Mais... Oui, les anges n'ont pas de sexe normalement, ça ne va pas. Donc, il y a donc 6 classes, les guerriers, les éclaireurs, les prêtres, les mages, les artistes et les ingénieurs. Chaque classe possède des statistiques d'attaque et de défense différentes. Choisissez en fonction de votre façon de jouer. Le guerrier, il est résistant. L'éclaireur, il peut se rendre invisible. Le prêtre, il peut soigner. Le mage, il fait beaucoup de dégâts pour ne citer que ceux-là. Alors, pour devenir plus fort, vous devez gagner des niveaux en tuant des monstres ou en terminant des quêtes. Quand vous tuez un monstre, vous pouvez récupérer sur son cadavre des objets et de l'équipement. Donc ça, c'est les mécaniques classiques des MMORPG, en fait, ce qu'on appelle le loot. C'est Donc ça. récupérer des objets, si possible rares, en butant des monstres. C'est ça. Et quand vous avez atteint le niveau 10 dans ce jeu, vous devez choisir une sous-classe. Toutes les classes en ont 2, sauf les artistes qui n'en ont qu'une. Chaque classe peut utiliser un nombre limité d'armes et une armure particulière entre cuir, plate, maille, tissu. Alors, le Templier, c'est l'une des sous-classes du guerrier. C'est la classe qui encaisse le plus les dégâts. Elle a beaucoup de PV et des boucliers. Il peut facilement protéger un allié grâce à son sort protection du camarade de combat qui lui permet d'encaisser les dégâts à la place d'un allié. En gros, c'est un sac à PV qui peut empêcher ses alliés de mourir, quoi. Ouais, bah le statut classique du guerrier, quoi. Tu prends des dégâts. Putain, moi, c'est une classe que je déteste jouer dans tous les jeux, justement, parce que c'est extrêmement lent à jouer, tout ce qui est guerrier. Tu bouges pas et t'encaisses. C'est très, très agaçant. Je déteste ça. ça. Dépend, des fois, ils ont des grosses épées, du coup, des fois, ils tapent fort aussi. Oui. C'est pas que des sacs à PV, parfois. Ouais, mais c'est quand même essentiellement ça. Normalement, ceux qui infligent beaucoup de dégâts, c'est plutôt les voleurs et les assassins. D'ailleurs, Les dans le patch précédent, le Templier était un petit peu abusé parce qu'il pouvait tanker comme un malade et il faisait beaucoup de dégâts. C'est pour ça que ça a été changé. Ouais, ça, c'est bien. Moi, j'ai une question surtout. C'est en fait, parce que je me suis rendu compte en jouant à des MMORPG qu'en fait, la plupart du temps, beaucoup de gens s'en fichent de l'histoire qu'il y a derrière. Est-ce qu'elle est bien intégrée? Parce que, par exemple, dans WoW, il y a plein de gens qui s'en foutent en fait de l'histoire et qui viennent juste pour être avec les copains, faire des quêtes ensemble, mais tout ce qui est scénario, background, tout ça, ils en ont rien à faire. Est-ce que c'est bien intégré? Parce que, par exemple, dans Star Wars The Old Republic, comme c'est Star Wars, bah, tout le monde est à fond dedans, parce que c'est les Jedi et les Sith. Donc ça marche parce que tout le monde connaît. Mais du coup, dans Ion, est-ce que le background, le scénario et tout ça est bien intégré? Est-ce que les gens font du roleplay sur les serveurs? Eh bien, comme dans, je pense, tous les MMO, il y en a qui le font, mais très honnêtement, je pense que le background de Ion, il est mal fait. Pourquoi? Parce que l'histoire a changé pour s'adapter aux modifications qui ont été apportées. Et ça, c'est un peu mauvais pour le background à ce niveau-là. Effectivement. Je sais pas si dans WoW c'est le cas pour ceux qui ont joué. Non, l'histoire elle s'étend au fur et à mesure. À la base, on part des univers de Warcraft et après on continue comme ça. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est un MMORPG. Donc, par contre, donc le scénario a été modifié. Est-ce qu'il est bien intégré dans les quêtes et tout ça?
Ou est-ce que tu peux passer complètement à côté quand tu joues? Bah, les quêtes, c'est un peu bête et méchant. C'est en gros, soit on te demande de tuer un mob, soit on te demande d'aller à un point A à un point B en transportant un objet qu'on t'aura donné à l'avance. Donc, D'accord. mis à part ça, Moi, j'avais une autre question, c'était de savoir si enfin, qu'est-ce qui fait que toi, tu joues à celui-là et pas aux autres? bah, parce que c'est le. En fait, non, c'est le deuxième auquel j'ai joué. Hmm. Parce que le premier auquel j'ai joué, c'était Dofus. Sauf que au bout d'un moment, je me suis un peu lassé de Dofus et j'avais un pote qui m'a dit joue à Ion, joue à Ion. J'ai commencé à jouer et après, bah, je suis tombé dedans et je suis plus jamais ressorti. D'accord, mais c'est C'est quoi? un peu la maladie des MMORPG Ouais, finalement. oui, bah ça. Il est payant, il est. Non, justement, il est gratuit. Et en gros, Alors, si tu es bien dans le jeu, tu peux. ouais, non, alors attends. Est-ce qu'il est gratuit? Gratuit, c'est-à-dire que tu peux monter au maximum de niveau facilement sans avoir besoin d'acheter des objets en plus, ou il est gratuit, mais si tu veux aller au maxi et avoir les meilleures armes, il faut que tu payes. Bon, c'est particulier. À Ion, il y a deux écoles, hein. Il y a des gens qui te disent que c'est un vrai free-to-play. Il y en a qui te disent que c'est un pay-to-win. Moi, je pense que, très honnêtement, il faut juste choisir entre le temps et l'argent. Donc, soit tu investis ton argent dans le jeu et tu pourras Oui, être d'accord, fort, ok. soit tu investis ton temps et tu seras aussi fort qu'une personne qui investit de l'argent. D'accord. Et il y a gagner des sous, c'est assez. Monter de niveau avant, c'était horrible. Parfois, tu pouvais mettre 6 mois pour passer du niveau 75, Oui. du niveau 74 au niveau 75, alors que Les à ce premiers, patch- les premiers freemium étaient comme ça. Fly, qui est un truc qui est très très vieux, était comme ça et ça prenait un temps infini pour monter. C'était un des premiers MMORPG gratuits qui sont sortis. C'était un enfer. Donc, Et justement, par rapport à ça, ils ont fait le nouveau patch qui, en fait qu'en 6 heures, tu peux monter du niveau 1 au niveau 80. d'accord. Bon. Ouais, Parce ça qu'en fait, le jeu, il commence vraiment à partir du niveau 80. Alors c'est pour ça, ça. ouais, c'est plus ou moins le cas de tous les MMORPG. Ça commence quand tu as fini de monter tes niveaux. Donc voilà. Ouais, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je te propose d'écouter une des bandes son que j'ai trouvée très jolie hier, qui s'appelle Forgotten Sorrow. Don't cry for me. 숨겨진 사랑을 try to see. 부서진 내 맘을 운명이 날개짓에 흩어진 슬픈 조각들. 그리움에 그대 이름 불러봐도 바람만 메아리칠 뿐. 빛을 넘어 그대 귀에 속삭여도 눈물만 보이네. Don't sigh for me. 공허한 제우들 try to see. 잊혀진 기억들 어두운 가슴 속에 접어든 웃음소리를. 그리움에 그대 이름 불러봐도 차가운 침묵.
Et voilà, c'était donc une des bandes son d'Ion, alors que tu ne reconnais pas. Non. C'est bizarre. À mon avis, ça... peut-être le Ah, petit après- morceau de fin. Après, ouais, j'ai fait des recherches. Le jeu est sorti en 2008. Je pense qu'il y a des chansons qui ont dû être changées pour que les joueurs évitent de se lasser en écoutant toujours la même bande son. Et donc, c'est un jeu coréen. Oui, On le précise quand même. Selon le bon adage qui dit, de toute façon, quoi que tu fasses, il y a toujours un Coréen de 6 ans qui le fait mieux que toi. Surtout sur les MMORPG et sur StarCraft. Alors on va passer sur un jeu de cartes dont je vous ai parlé la semaine dernière rapidement en vous disant c'est pas le meilleur jeu pour commencer les jeux de cartes, c'est Yu-Gi-Oh! Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de Yu-Gi-Oh! Déjà parce que c'est un jeu que j'adore, c'est plus ou moins le descendant de Magic, il y a quelques rapports avec Pokémon, donc c'est à mi-chemin entre un peu tout ça. Alors donc on va vous parler de Yu-Gi-Oh! Donc si Pokémon c'est le jeu de cartes pour les enfants, que Magic c'est celui des adultes, et ben on pourrait dire que celui des adolescents c'est Yu-Gi-Oh! Donc en 1997, Kazuki Takahashi, passionné de jeux et notamment de Donjons et Dragons, je pense que notre invité doit connaître, parce que dans le genre jeu de rôle, Donjons et Dragons c'est le papa. Ainsi que de Magic, donc le fameux jeu de cartes que tout le monde connaît, décide de créer un manga dont le personnage principal sera le roi du jeu, donc Yugi Muto, le héros qui donne son titre au manga. Seulement à partir du 8e tome de ce manga, il décide de s'inspirer du succès de Pokémon. On est en 1997, Pokémon est sorti depuis un an, les cartes Pokémon commencent à sortir. Donc voilà, et il se dit, moi aussi j'ai envie de créer un jeu de cartes. Alors non pas dans la réalité, à la base le jeu de cartes était intégré au manga, donc c'était vraiment pas un jeu de cartes qui était fait pour être joué en version réaliste. Il s'inspire également pour ce manga donc de son voyage en Égypte, et donc il écrit cette histoire, la voici. Alors Yugi Muto est un lycéen petit et chétif que les autres élèves de son lycée persécutent et frappent régulièrement, c'est à peu près le début de la moitié des mangas. Un jour, le grand-père de Yugi, qui est un ancien archéologue, lui trouve un objet qui s'appelle le puzzle du millénium. Donc c'est un puzzle, donc Yugi va essayer de le compléter. Il finit par résoudre cette énigme insoluble. Et donc Yugi ouvre ce qu'on pourrait appeler la porte des ténèbres. Il fait renaître un esprit antique qui était bloqué à l'intérieur du puzzle, et faisant renaître avec lui les ennemis de cet esprit antique, qui en fait est l'esprit d'un ancien pharaon. Alors les premiers tomes suivent donc Yugi qui est régulièrement possédé par cet esprit, et qui déclenche des, je cite, jeux des ombres dans la version française et dans la version américaine, qui sont des jeux qui coûteront la vie aux perdants. Donc en utilisant des paquets de cartes, mais pour les premiers tomes, c'est des paquets de cartes classiques avec la dame, le roi et les as. C'est marrant. Comment t'en parles, t'as l'impression que c'est très très sombre comme univers, alors qu'en réalité, il faut dire que c'est. Alors non, la première partie est sombre, mais c'est quand même édulcoré pour plaire aux enfants en Europe. Et alors aux justement, États-Unis. je vais revenir parce qu'en re-regardant des épisodes, je me suis rendu compte que même pour des gosses, et à l'époque, c'est quand même pas si soft que ça, même la version censurée. Mais je vais y revenir. Alors donc je disais, il utilise des paquets de cartes classiques, des jeux de dés, ou même la roulette russe, pourquoi pas, ça reste un jeu, un peu risqué, mais... N'y jouez pas. Voilà. Il en profite au passage pour justement se venger de ses camarades de lycée. Mais à partir du 8e tome, donc, Takahashi a décidé d'introduire donc, ce fameux jeu, le duel de monstres. Alors au départ, Takahashi laisse les règles très floues. Le but n'était pas de développer un manga précisément sur ce jeu de cartes, mais avec le temps, les choses se précisent et le jeu devient jouable, mais en version réaliste. Upper Deck, puis Konami pour l'Occident, voient une manne financière dans le développement d'un jeu de cartes jouable, bien évidemment, il y a de l'argent à se faire, il y a Konami qui arrive. Alors la grande différence avec Pokémon, c'est que dans Yu-Gi-Oh!, c'est les héros qui jouent carrément aux cartes, alors que dans Pokémon, ils jouent des Pokémon, ils jouent pas les cartes Pokémon. Donc le joueur va pouvoir se voir rejouer des scènes du manga ou de l'animé, notamment en Occident, puisqu'on n'a pas trop à cette époque-là, on n'a pas encore trop la culture du manga papier. Alors un autre avantage justement, c'est l'univers assez sombre par rapport à Pokémon de Yu-Gi-Oh! Et là, si tu fais la comparaison entre les deux, il n'y a pas photo. Effectivement, ouais. Voilà. Alors oubliez le monde coloré de Pikachu, les pouvoirs magiques du héros et de ses ennemis sont tous issus des ténèbres, donc même le héros n'a rien de lumineux, tous ses pouvoirs sont issus des ténèbres. Loin des Pokémon, les monstres qu'on invoque dans le jeu sont des cadavres de clowns, des magiciens ou d'immenses dragons, et pourquoi pas de temps en temps des personnages de cartoon, on se souvient du monde des toons. Alors, nous avons les règles grâce au manga de Takahashi, nous avons les cartes grâce à Konami, il ne nous reste plus qu'à nous mettre à jouer.
Alors comment ça se passe? Alors Yu-Gi-Oh c'est un jeu de deck building, hein, donc comme Magic, hein, donc c'est-à-dire que vous êtes 2 ou 4 joueurs. Alors chacun crée son propre paquet de cartes de 40 à 60. Donc c'est ça qu'on appelle un deck, hein. C'est le paquet de cartes que va créer lui-même son joueur, hein. Le but étant que les effets des différentes cartes interagissent entre elles. Alors amenez aussi une calculette, hein, car chaque joueur possède 8000 points de vie, et le but est de faire tomber ce nombre à 0. Donc vous faites baisser le nombre de points de vie de l'adversaire à 0, hein. Pour cela, il faut combiner donc des cartes monstres, hein, celles que vous invoquez, celles qu'on voit dans l'animé, celles qui sont super classe, avec des cartes magiques qui servent à renforcer, à transformer, affaiblir ou détruire les monstres de l'adverse ou les vôtres. Et également la particularité par rapport à Magic ou à Pokémon, ce sont les cartes pièges. Alors lors d'une action de votre adversaire, vous pouvez déclencher ces cartes pour mettre à bas toute sa stratégie. Et c'est ça en fait le grand particularisme du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Ce sont ces cartes pièges qui sont en fait uniques dans le jeu de cartes. Il n'y a pas d'autre jeu de cartes qui possède cette mécanique-là. Alors le jeu est très rapide, hein, peut-être même trop à l'heure actuelle en fait. Contrairement à Magic, je le disais la semaine dernière, les monstres n'ont pas besoin de ressources, c'est-à-dire de mana pour être invoqués. Dès lors qu'ils sont sur terrain, ils peuvent attaquer directement, contrairement à Magic où ils doivent attendre un tour avant d'attaquer. Ce qui fait que du coup vous attaquez dès le premier tour, donc pas besoin. Enfin, vous ne pouvez pas préparer le blocage de l'attaque du tour suivant. Vous allez vous prendre l'attaque dès que le monstre sera sur le terrain. Alors vous avez les règles du jeu, mais le jeu, comme la licence, a des défauts. Notamment, le manga et les animés qui sont sortis, ils sont de qualité variable. Il y a aussi le problème qu'il y a une règle qui est ajoutée tous les 5 ans. Et aujourd'hui, le jeu est très opaque pour les débutants. De plus, la direction artistique de certaines cartes fait que les cartes n'ont pas forcément de cohérence entre elles, hein. Je le disais tout à l'heure, vous allez avoir des magnifiques cartes dragons. Et à côté de ça, vous allez avoir des cartes qui sont dessinées sur le format des toons de Tex Avery. Ce qui peut être un peu sympa aussi. Ouais, il y a même certaines cartes qui sont inspirées, qui ont des représentations de cartes Magic et qui sont inspirées de Cthulhu. Donc quand tu joues ça en face d'un deck qui ressemble à un cartoon. Mais ce qui peut être cool, parce qu'au-delà du côté stratégique, tu peux te faire un deck aussi sur l'univers graphique de tes monstres et de tes personnages. Voilà, c'est ça l'avantage, c'est par contre, il y a beaucoup plus de personnalisation que dans les cartes Magic. Par rapport à Pokémon, par contre, on est d'accord, c'est sublime, hein, parce que j'ai regardé toutes les cartes Pokémon, elles sont dégueulasses, hein. Alors, et puis, il y a quand même 7000 cartes. Alors, en 2016, il y avait 7000 cartes environ. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Difficile de maintenir la cohérence entre toutes les cartes avec un tel chiffre, hein, donc il y en a quand même beaucoup qui sont bannis. Alors je peux pas vous dire décemment de vous mettre à Yu-Gi-Oh comme ça, hein, le jeu est complexe, mais l'application Duel Links disponible sur PC, mobile et tablette et qui est gratuit est une très bonne initiation et permet de faire des duels rapides si vous n'avez pas le temps de vraiment vous y mettre, hein, car les joueurs à ce moment-là n'ont que 4000 points de vue et ne peuvent invoquer que 3 monstres contre 5 dans la version qu'on appelle Royal maintenant, qui est la version classique. Alors pour les gens qui souhaitent découvrir le jeu, demandez à un ami qui connaît ou rendez-vous dans les boutiques de jeux. Alors à Toul, on a fait une émission il y a un mois avec celui qui tient la boutique Horizon Ludique à Toul, ou à Nancy à la Taverne du Gobelin. Les joueurs et les animateurs de boutiques seront ravis de vous apprendre et de vous renseigner. Donc voilà. Je vous conseille le jeu. Par contre, si vous jouez à Magic et que vous vous êtes lassé, ou si vous jouez à Pokémon et que vous vous êtes lassé du jeu, il y a un autre jeu de cartes qui est disponible, c'est Yu-Gi-Oh! Voilà, je vous propose pour terminer cette émission d'écouter le générique de Yu-Gi-Oh! Mais avant, on va demander à notre invité de nous rappeler le nom de l'Escape Game, l'adresse et puis les tarifs. Alors, c'est l'Escape Game Les Francs Limiers. Ça se situe à Semécourt, à 15 minutes de Metz. Donc, les tarifs, c'est de 17 à 27 € par personne. Eh ben, je vous remercie d'avoir été présente. Je vous remercie également d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on vous recevra peut-être pour la sortie de la 3e, dont le thème est pour l'instant secret. Tout à fait. On le rappelle. Je vous remercie également tous les trois. Je remercie nos auditeurs. Je remercie la technique. Et puis, on envoie le générique de Yu-Gi-Oh!